chers amis, chers camarades, je vais essayer de compléter, pour ne pas répéter ce qui vient d'être dit par mes amis Nabila et Zakia. Je voudrais vous brosser un petit tour d'horizon des droits des femmes vu à travers, je dirais, un rapport que je suis en train d'élaborer pour le Conseil de l'Europe en tant que sénatrice, et quelques éléments de ce rapport qui n'a pas encore été discuté au niveau de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Alors, un an après le début du printemps démocratique, la vie des femmes sur le terrain n'a, je pense, connu aucune amélioration majeure. Les élections qui ont été organisées en Égypte, au Maroc et en Tunisie ont au contraire souligné le fossé entre la contribution des femmes à la transition et leur représentation dans la vie politique. Les élections qui ont eu lieu dans ces différents pays ont également vu la victoire de partis à connotation religieuse, comme ça a été souligné il y a quelques instants, ce qui nous conduit à nous interroger sur les perspectives des projets d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors en Libye, les droits des femmes ne figurent pas parmi les priorités du Conseil national de transition, et dans les autres, comme l'a très bien souligné Nabila, nous devons d'être vigilants. Alors en dépit de cette absence d'évolution positive, j'estime cependant que les circonstances demeurent favorables au renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes, et ce, dans tous les pays de la région. Et j'espère que je ne fais pas ici de la naïveté béate ou de l'optimisme immesuré. On peut se féliciter notamment des mesures qui ont été prises par les autorités au Maroc et en Tunisie, c'est depuis l'indépendance du Maroc, et avec d'autres formations d'orientation plutôt laïque qui ont une longue histoire sur la scène politique marocaine. Donc les partis islamiques ayant obtenu plutôt les meilleurs résultats électoraux se présentent comme des forces modérées, et leurs chefs ont manifesté la volonté de ne pas remettre en question les progrès accomplis en matière d'égalité des sexes sous les régimes et les gouvernements précédents. Ceci s'est dit tant au Maroc qu'en Tunisie. Pour nous, ces premières déclarations sont rassurantes, mais cependant, l'orientation réelle que ces partis et ces mouvements donneront à leur politique dans la pratique n'est pas encore suffisamment connue. Il y a encore un grand flou qui subsiste, du fait que leur histoire est parfois brève et de leur absence également de responsabilité gouvernementale par le passé, tant pour la Tunisie que pour le Maroc. De plus, la situation peut aussi considérablement varier selon que les partis sont au sein d'une coalition avec d'autres ou qu'ils se trouvent en compétition avec des partis plus radicaux pour obtenir le soutien de l'électorat, mais aussi en fonction des traits spécifiques de chaque pays. Alors, pour établir de véritables démocraties, ne pas remettre en question les acquis dans le domaine de l'égalité des sexes, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut faire beaucoup plus de progrès. Pour revenir à la question des élections, au Maroc, depuis les élections de novembre, les femmes occupent 66 sièges à la Chambre des représentants. 60 d'entre elles ont été élues sur la base d'un quota réservé pour les femmes et seulement 6 autres dans des circonscriptions ordinaires. Et là, je vous envoie le message pour toutes les personnes qui sont opposées au quota. Je pense vraiment que c'est un mal nécessaire, puisque ce quota est très souvent stigmatisé, mais vous voyez que s'il n'y avait pas eu le quota, seulement 6 femmes seraient élues au Maroc. Alors, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il s'agit d'une progression de la représentation globale des femmes, certes, puisqu'on est passé de 12% à 16,7%, mais cependant, cette proportion au Maroc demeure vraiment excessivement faible, puisque le Maroc est aujourd'hui placé au 72e rang dans le monde pour ce qui est de la représentation parlementaire des femmes, et donc ceci avec le quota.
La maigre représentation des femmes touche malheureusement aussi le gouvernement, lequel ne compte qu'une seule femme, ministre de la Solidarité, des femmes, de la famille et du développement social, compétences qui sont, ma foi, aussi fortement stigmatisées femmes, soit un recul considérable si l'on considère que le gouvernement précédent comptait 7 femmes ministres. Alors, à la décision de n'inclure qu'une seule femme dans le gouvernement, vous avez tous vu ou entendu les protestations d'un certain nombre de femmes parlementaires et de femmes de la société civile. Et sous la pression de ces groupes, le Premier ministre s'est engagé à compenser ce déséquilibre en nommant davantage de femmes à de hautes fonctions décisionnaires au sein de l'administration. Nous allons là aussi être très vigilants et voir ce qu'il en est sur le terrain. Alors une dernière remarque à propos du Maroc. Donc, selon la loi électorale qui a été utilisée lors du scrutin de novembre, on m'a également expliqué que donc certains sièges étaient réservés pour les femmes, comme je viens de le dire, et d'autres aussi pour les hommes de moins de 40 ans. Alors, bien que cette mesure soit une évolution positive puisqu'elle favorise la participation politique des jeunes, moi, je ne peux m'empêcher de la critiquer dans le sens où elle opère tout de même une discrimination contre les jeunes femmes. Si cette disposition est conservée pour les prochaines élections, j'espère qu'elle sera aussi révisée pour assurer aux jeunes femmes la possibilité d'en bénéficier. Revenons à nouveau quelques secondes sur la nouvelle constitution qui consacre, au Maroc, qui consacre l'égalité des sexes dans son article 19, puisqu'elle stipule que l'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume, et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L'État marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes et les créer à cet effet une autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Voilà une disposition qu'on ne peut évidemment que saluer, mais il reste aussi à la mettre en œuvre et à suivre son évolution. La nouvelle, et aussi se demander dans quelle mesure le gouvernement jugera-t-il bon et surtout prioritaire de la mettre en œuvre. La question est aujourd'hui d'une importance cruciale car il ne s'agit pas seulement de mettre en place cette autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination ainsi que l'exige la Constitution, mais aussi bien d'établir un cadre législatif complet pour éradiquer les discriminations à l'encontre des femmes et pour promouvoir l'égalité des sexes, notamment en allouant des budgets nécessaires à cette tâche. Et je ne vais pas revenir sur les discriminations, je pense que Nabila en a déjà fait suffisamment le tour. Alors, si la nouvelle constitution marocaine reconnaît la primauté du droit international sur la législation nationale dans son préambule, je pense cependant qu'elle est attempérée par d'autres éléments, puisque ce préambule, je le cite, est d'accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume dans le respect de son identité nationale immuable et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale. Là aussi, il y a une clarification à faire dans les textes législatifs qui vont accompagner ces dispositions parce qu'on ne sait pas très bien quelle est la place. Qu'est-ce qu'on entend par la primauté des conventions internationales, puisqu'on parle également du respect du droit interne du pays. Je pense que là aussi, il faudra avoir une vigilance de tous les instants pour que les lois internationales, nationales ne soient pas en deçà des instruments internationaux. Alors, sur la question de l'égalité des femmes au Maroc, bien que la réforme de 2004 a représenté un tournant au point de vue juridique, il reste cependant beaucoup de choses à faire pour améliorer la mise en œuvre de la législation. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense qu'on pourrait faire 3 colloques rien que sur cette thématique-là. Mais cependant, je voudrais mettre l'accent sur la formation adéquate des membres de la magistrature
pour assurer l'application cohérente de la loi dans l'ensemble du pays, y compris dans les régions rurales. Alors, vous savez également que sur la question de la polygamie, le Code de la famille de 2004 ne l'a pas introduit, même s'il l'a cadenassé. Je voudrais tout de même rappeler que d'un point de vue statistique, la polygamie concerne un nombre de familles très restreint, puisqu'elle est en régression. D'après les dernières statistiques que j'ai obtenues, il semblerait que quelques 864 hommes ont pris une seconde épouse dans le cadre d'un mariage polygame en 2007, contre 904 en 2004. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi faut-il alors garder la disposition de la polygamie, puisqu'elle est très peu effectuée au Maroc. Je voudrais aussi souligner que la polygamie est en violation des normes internationales sur les droits humains, comme le déclare le comité de la CEDEF. Et donc, si la polygamie est contraire à l'égalité des sexes, eh bien, il faut tout simplement l'éradiquer. Sur la question des droits de succession, là, je voudrais vous dire que j'ai quand même été un peu inquiète, parce qu'avec les discussions que j'ai eues avec les femmes et les hommes agissant dans des sphères progressistes, aujourd'hui, toute la question sur le droit à l'avortement, toute la question sur le droit à l'héritage sont des questions qui commencent à faire peur. Et on m'a dit textuellement, écoute, on ne veut pas discuter de cela, on veut d'abord maintenir les acquis. Et donc là, je pense qu'il y a tout de même une régression en termes au moins de combat d'idées et en termes d'ouverture des débats, qui est tout de même un signal qui est quelque peu inquiétant. Voilà, chers amis, quelques éléments dont je voulais vous faire part pour ouvrir le débat. Je ne vais pas être plus longue, mais je voudrais quand même conclure sur le devoir de solidarité que nous devons exercer avec les femmes du Sud, et plus particulièrement celles qui vivent dans des sociétés en transition. Je pense bien évidemment aux femmes tunisiennes, je pense aux femmes libyennes, je pense aux femmes marocaines, aux femmes égyptiennes, mais surtout aux femmes syriennes qui vivent aujourd'hui une répression sans nom, et aux femmes algériennes avec lesquelles nous avons peu de contacts, qui semblent quelque peu isolées et qui s'apprêtent en mai prochain à se rendre aux urnes. Sans oublier les femmes palestiniennes. J'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-unes il y a 2 jours au Sénat, et les femmes palestiniennes restent, elles, murées dans une prison à ciel ouvert, et pour elles, l'égalité, très sincèrement, la question de l'égalité demeure vraiment un vain mot et demeure vraiment insignifiante dans une vie quotidienne d'occupation. J'espère qu'un jour, nous aurons aussi l'occasion d'ouvrir avec elles de beaux débats sur la question des inégalités salariales, sur toutes les questions qui nous motivent en tant que femmes et sur lesquelles nous souhaitons sans cesse obtenir plus de droits, pas des privilèges, mais simplement des droits et des droits égaux. Quand je dis plus de droits, comprenez-moi bien, ce n'est pas plus de droits que les hommes, ce sont des droits égaux entre les hommes et les femmes. Et j'espère donc que nous aurons aussi l'occasion dans les années à venir d'ouvrir avec nos sœurs palestiniennes des débats sur les questions, comme je le disais, de l'égalité pleine et entière, en parlant des inégalités salariales, de la participation politique. Pour elle, aujourd'hui, tout cela est vraiment, comme je le disais, un vain mot, et pour elle, une égalité consisterait en la levée de l'occupation. Je vous remercie.